pour arrêter la transcription dont nous n'avons pas besoin. Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous partager nos petites avancées avec l'immersive learning ou en tout cas l'apprentissage en réalité augmentée, virtuelle et autres. Donc, on va faire un joli petit tour de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui et ce qui sera possible de faire demain grâce à ces nouvelles technologies. L'idée, c'est pas que vous soyez totalement affûtés avec ces usages-là, mais plutôt de les expérimenter. Donc, on a fait ce choix il y a une année maintenant de s'équiper de casques. C'était un très bon choix au mois d'octobre 2022 et on s'est fait rattraper par un petit truc qui nous a bouleversés pendant, je dirais, une bonne année, c'est-à-dire l'arrivée massive et grand public de l'intelligence artificielle qui a mis un peu sur pause nos grands projets d'apprentissage par l'immersion. Mais on revient maintenant avec ce café pédagogique qui va vous présenter spécifiquement ce type de projet-là. Sachant bien sûr qu'on ne va pas financer durant cette année 2024 qui arrive uniquement des projets en lien avec l'immersion, mais bien sûr tous les projets que vous voudriez porter au niveau pédagogique. Donc, avant de rentrer, tu as levé le doigt, Loïc, ou je continue? Non, tu n'as pas levé le doigt. Je me méfie toujours si c'est un étirement ou autre. Donc, avant de rentrer dans le cas concret de cet immersive learning, je vais vous représenter quand même, parce que je pense que c'est nécessaire, ou en tout cas, je vais en faire la petite promo, hein, nos outils en fait de soutien à l'innovation pédagogique que nous avons en Valais, c'est-à-dire le financement de chaque projet, comme vous le savez, qu'on a remodelé un petit peu en cette année 2023. Donc, auparavant, vous aviez droit à 7 500 francs. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10 000 francs. Donc, on a augmenté un petit peu cette dotation, en fait, par projet. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'obligation de mettre 2 écoles partenaires limitait, en fait, un peu le champ d'action, même si c'est clair que nos chèques projets ont pour ambition non pas de financer des projets à part entière, mais vraiment de faire de l'initiation de projets, voire d'aider à un dépôt de projets supplémentaires. Donc, on sait très bien que c'est pas, vous n'arriverez pas avec ce petit financement à réaliser quelque chose de complet. Par contre, vous arriverez à faire des prototypes. Et aujourd'hui, on va s'orienter vers des prototypes, je dirais, en lien avec l'utilisation de ces classes de réalité virtuelle. Donc, le premier point que je voulais voir avec vous, c'était, rappelez-vous, on a une superbe équipe Teams. Hein, je ne sais pas si vous la visitez de temps en temps. Je pense que je vais vous refaire un petit peu de promo là en vous partageant mon écran. Donc, on a une équipe Teams qui est, comme vous le voyez, organisée autour du conseil pédagogique à la HESSO Valais-Valis. On ne voit pas le Valis, mais voilà, cette équipe, elle est totalement ouverte. Donc, vous pouvez la rejoindre sans autre. Et puis, on a essayé d'ordonner, en fait, les informations en fonction de critères qui pourraient vous intéresser. On a bien sûr nos journées pédagogiques et nos cafés pédagogiques. Si je clique dessus, ici, vous voyez le café pédagogique d'aujourd'hui, pour lequel nous avons fait l'économie d'un visuel puisque nous n'avons pas partagé ce café pédagogique sur les réseaux étant donné qu'il n'est destiné qu'à l'interne puisqu'on ne finance pas des écoles autres que la nôtre. Donc, les cafés pédagogiques, les midis recherche de la HEP dont Hervé Barras, qui est membre de notre groupe, fait la promotion régulièrement. Quelques ressources, quand on trouve des ressources, quand je dis quand on, vous remarquez que dernièrement, c'est un peu moi qui ai posté sur ces réseaux, mais dès qu'on voit quelque chose qui pourrait vous intéresser, on vous partage. Là, il y a des nouveaux tutoriels qui ont été faits pour Moodle 4, qui est notre nouveau Cyberlearn à nous aussi. Je vous les ai partagés. C'est des vidéos faites par l'Université de Lausanne et elles sont extrêmement bien construites, au niveau pédagogique que sur le fond. Et puis, si vous cherchez des exemples pratiques pour vous lancer dans l'intelligence artificielle, je vous avais partagé quelques éléments, même si maintenant, là, c'était en mars, on a été beaucoup plus loin. Les conférences auxquelles vous pourriez participer, donc là, ça rejoint le deuxième volet du financement. Ça veut dire que ce qu'on vous propose à la suite d'un café pédagogique, vous avez à la suite de l'obtention d'un chèque projet, si vous le souhaitez, et nous, on vous encourage vivement à le faire et on vous accompagne aussi dans cette démarche, vous pouvez tout à fait faire un deuxième dépôt, cette fois jusqu'à hauteur de 5 000 francs, pour une publication en fait où on ne va pas vous financer comme le fait le PPI, c'est-à-dire le voyage, etc. pour une conférence. Par contre, ce qu'on va financer, c'est les heures pour l'écriture parce qu'on sait que voilà, quand on change de champ disciplinaire, vous passez de votre champ dans votre école à celui de la pédagogie, ça demande un peu de temps et d'investissement en ancrage, en état de l'art, en cadre théorique. Donc, on vous finance ces heures et puis
je dirais que le montant de la subvention dépend en fait de l'endroit où vous allez déposer et du niveau de difficulté en fait que vous allez viser avec votre publication. C'est clair que si vous n'avez pas, je dirais, un abstract à fournir avec un article et puis peer review, voire blended peer review, ben, ça va être plus compliqué que si vous avez voilà, une petite chose. Mais on va discuter. Donc là, c'est chaque fois en discussion. Donc, il n'y a pas de montant fixé. À vous de venir avec une idée et de discuter avec nous pourquoi vous voulez ces financements. Donc ici, vous voyez, je vais couper le partage d'écran. Vous voyez les quelques dernières conférences. Je veux dire, j'espère qu'il y a celle de l'AIPU. Hein. Comme vous le savez, on est très lié avec l'AIPU, l'Association internationale de pédagogie universitaire. Et c'est vrai que le colloque qui aura lieu au mois de mai l'année prochaine à Sherbrooke pourrait également vous intéresser. Voilà, donc je vais essayer de continuer à mettre les conférences qui pourraient vous intéresser. Vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le financement des projets pédagogiques. Et ici, sous financement, ben, vous trouvez, je ne l'ai pas reposté parce qu'au mois de mai, j'avais fait, l'appel à projet. Donc, vous cliquez simplement là. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre contact avec votre conseiller pédagogique de proximité pour signaler que vous avez fait un dépôt de projet ou pour discuter avec lui comment le faire. Simplement parce qu'on ne va pas tous les matins regarder s'il y a un nouveau projet qui a été déposé. Donc, ça nous aide un peu pour sa gestion, étant donné qu'on se réunit grosso modo 2 fois par mois. Et puis, si vous voulez faire une demande pour financer la publication scientifique, vous voyez que le lien, il est juste en dessus. Et voilà, la même chose. Donc, si vous cliquez, là, ça avait ouvert déjà tout à l'heure, mais voilà, vous cliquez la demande de financement, ça va s'ouvrir. Vous devez remplir un petit questionnaire. Et puis, pour la partie publication, ça ressemble un petit peu à ça. Et on vous pose quelques questions et c'est réglé. Donc, pensez, je dirais que le point le plus crucial par rapport à l'appel à projet pédagogique, hormis le fait qu'il faut que ça parle de pédagogie, c'est que vous devez unifier 2 écoles. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je vais passer la parole à Loïc, Loïc qui travaille à la Haute École de Santé à Sion, hein, et à Antoine, son acolyte médiamaticien, qui est là pour gérer tous les problèmes techniques. Comme il n'y en aura pas, Loïc a dit, je dirais, si ça marche pas, je dirais que c'est de ta faute. Pas du tout, Antoine. On est en soutien voilà, ta démarche. Donc, j'ai vu que Sabine avait posté aussi les financements des projets d'innovation pédagogique de la HSSO. C'est ça que tu as mis aussi dans le chat. J'ai juste mis le lien justement pour l'échec projet parce qu'on l'a aussi déposé sur intranet. Comme ça, il y a toute la démarche, un peu ce que tu as dit, puis il y a tous les liens, tous les documents aussi. Parfait, parfait, merci beaucoup. Voilà, alors en deuxième partie donc, de cette présentation, donc évidemment il y a le financement, mais il y a aussi l'idée c'est de vous donner un petit peu envie de partir dans ces immersions. Donc je vais passer la parole immédiatement à Loïc qui va nous dire de quoi est-ce qu'on parle. Et puis ensuite je vous donnerai un petit exemple et in fine on va faire des démos qui vont fonctionner. Oui. Je te remercie Nathalie. Je vais reprendre le partage d'écran si tu arrives. Magnifique. Et je vais ouvrir la slide en grand. Et on va commencer par les 2 premières petites slides. Donc, je vais juste présenter un petit peu l'immersive learning et quelques points clés importants. Derrière l'immersive learning, tu arrives à me donner un casque. C'est un casque de réalité virtuelle qui permet, quand on le met, d'être dehors de la réalité et de voir un retour écran qui nous permet d'être immersé totalement. Donc, l'immersion complète de la réalité virtuelle offre à des étudiants qui sont dans une salle de classe de se retrouver autant dans un hôpital, autant devant un auditoire et parler devant des personnes, autant dans différents contextes. Donc, l'immersive learning a vraiment ce côté immersion qui est compliqué à mettre en réalité parce qu'il faut des acteurs, parce qu'il faut du jeu de rôle et il faut du monde et l'endroit également. Un autre point intéressant de l'immersive learning, et surtout en multijoueur, c'est vraiment la possibilité d'interaction et de collaboration, d'avoir vraiment 2 étudiants qui travaillent ensemble pour, on va dire, des gestes cliniques à faire, un raisonnement à faire, ou bien comme dans une escape room qu'on connaît dans une vision jeu avec la famille, mais également dans une vision pédagogique afin de transférer des connaissances à nos étudiants. Il y a le côté engagement qui est également assez important, vu que c'est une nouvelle technologie et que pour les étudiants, ça fait changer leur manière d'apprendre. Donc, si l'environnement est vraiment immersif, interactif, les étudiants sont vraiment plus engagés, stimulés, motivés à être là-dedans. On a fait un premier test
avec les maturités modules santé à Sion, qu'on a fait tester à 150 étudiants, une application qu'on va vous présenter après pour voir le retour. Et le retour est majoritairement positif et ils sont plus engagés et intéressés à continuer. Un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'à partir des scénarios, on peut vraiment les personnaliser et les diversifier. À partir d'une base de programmation, il y a la possibilité de rajouter de la complexité, de rajouter des astuces, rajouter différents points afin que l'étudiant n'ait pas toujours le même scénario. Et ce qui offre en réalité virtuelle une manière de répéter, on va dire driller les compétences, les connaissances et les processus de différentes manières à partir d'un scénario. Et d'autres petits points, c'est l'apprentissage par la pratique. Quand on est dans la réalité virtuelle, on est obligé d'agir. On doit utiliser nos mains, analyser l'environnement et puis se mettre comme on pratique. Si les enseignants ont imaginé un environnement 3D ressemblant à la pratique, avec un processus et des connaissances que les étudiants vont après mettre en place dans leur monde professionnel, ça permet, on va dire, de les apprendre à effectuer des tâches et le jour qu'ils se retrouveront dans la pratique avec le même environnement et la même chose à réaliser, ils auront déjà appris en étant immergés dans l'endroit. L'accessibilité est aussi quelque chose d'intéressant. Par exemple, nous, en santé, on doit faire de la simulation. Donc, on doit faire que les étudiants doivent être en salle de simulation avec un mannequin, avec différents outils, avec différents objets. Et tout ça, il faut mettre en place. Comparé qu'en réalité virtuelle, l'accessibilité, dès qu'on a le casque et l'application, on peut faire le processus sans avoir une mise en place et un monitoring qui prend du temps. Je vais également rajouter le point de la sécurité, car comme vous pouvez le penser, dans certains endroits, ça peut être complexe de faire de la simulation. Si on prend de la simulation en santé d'urgence avec un patient qui a un problème grave, ça doit être compliqué à mettre en place parce qu'il faut un acteur, parce qu'il faut que l'étudiant ne fasse pas de risque avec l'acteur, et différentes tâches comme ça peuvent rendre complexe la simulation. Et en réalité virtuelle, on est sûr d'être en un endroit sécurisé, que l'étudiant ne risque pas de blesser quelqu'un, ne risque pas de se blesser, ne risque pas de casser du matériel ou de détruire une partie de l'endroit. Donc ça offre ce côté-là, l'immersive learning, à partir d'un casque, peut offrir différents points clés afin d'offrir une nouvelle réflexion de comment enseigner certaines compétences ou processus. Donc voilà les différents petits points clés de l'immersive learning que je voulais partager pour pouvoir laisser Nathalie aller plus précisément dans son use case de la réalité virtuelle avec ses étudiants. Exact. Donc, pour partager avec vous, donc nous, on a été un peu secoués, on va dire ça comme ça, par le cas de L'Oréal. Donc, moi, j'enseigne le marketing, et puis le cas 2023 du Brainstorm, qui est le concours de marketing organisé chaque année par L'Oréal. Le thème, c'était Crack the New Codes of Beauty. Et derrière, c'était marqué NFT, AI, AR, qu'est-ce qu'il y avait, gaming, métaverse, etc. Je crois qu'ils ont mis tous les mots qui nous interpellent actuellement et qu'on ne savait pas trop comment aborder. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on peut amener nos étudiants à innover dans ces technologies-là, sachant que nous, enseignants, on n'était pas vraiment à l'aise. Donc, on s'est dit, prenons le taureau par les cornes. Là, on s'est entouré de spécialistes. Donc, on a été voir à l'Institut informatique de gestion pour voir si quelqu'un était capable de nous définir ces notions-là et de nous faire des petits exemples pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, justement, on s'est approché de Loïc avec qui on a monté un atelier. On avait une 60aine d'étudiants auxquels on voulait faire vivre l'expérience de l'immersion. Ça veut dire qu'on voulait que chaque étudiant, donc 60, c'était pas mal quand même, ait à un moment donné porté le casque que Loïc vous a montré. Alors, c'était pas tout à fait celui-là encore, on l'avait pas, hein, mais ait le casque sur la tête pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une réalité immersive. Donc là, le premier pas, on va dire, c'était simplement qu'il manipule, donc il devait fermer des boîtes, etc. C'était vraiment de dire, je suis dedans et je vois que je peux bouger et interagir avec cet environnement virtuel. Le deuxième pas, c'était de dire je suis dedans et je vois quelqu'un d'autre, donc que j'entends d'ailleurs, avec lequel je peux communiquer. Et puis le troisième pas, c'était de dire je peux échanger des objets, enfin je peux interagir conjointement avec cette deuxième personne dans cet environnement.
l'idée, c'était que s'ils n'avaient pas expérimenté ces outils-là, c'était compliqué de dire qu'on pouvait innover. Et en fait, on est exactement dans la même stratégie maintenant avec vous, enseignants, c'est de dire que si vous n'avez pas testé cette réalité-là, si j'ose dire, cette réalité parallèle et immersive, c'est très compliqué d'essayer de se projeter dans un usage. J'ai vu la semaine passée, lors d'une conférence, un usage auquel je n'avais pas du tout pensé, mais que j'ai trouvé ça tellement fou. Loïc m'a défini ça comme étant du narrative learning. Hein. Donc, j'avais mis le casque et en fait, face à moi, j'étais dans un film et face à moi, il y avait un malade qui était sur un lit. Donc, j'étais dans les soins infirmiers. Et au lieu d'être un gentil malade, c'était plutôt une personne entre deux âges, mais plutôt âgée. Et en fait, elle me criait dessus, c'était horrible, en me disant ça fait une demi-heure que j'attends, vous venez jamais, vous êtes des incompétents. Enfin voilà, tout ce qu'on a grand plaisir à recevoir comme émotion quand on est un soignant, j'imagine. Hein, moi, c'est pas mon métier. Et je me disais, mais quelle horreur. Et à la fin de ces phrases, qui étaient d'une violence forte hein, quand même, j'avais trois choix, alors trois manières de réagir. Donc, je pense que j'ai réagi de la bonne façon. Donc, je ne l'ai pas frappé. J'étais très fière de moi. Et je ne lui ai pas dit que ma foi, en étant sous-effectif, il devait comprendre. Enfin, voilà. Donc, c'était juste de dire comment est-ce que doit réagir quelqu'un. Et l'idée derrière cette simulation, qui est très difficile à faire en réalité, comment mettre chaque étudiant face à ce ressenti qui est extrêmement fort. Vous ne pouvez pas dire que vous ne ressentez pas parce que vous êtes dedans. Hein. Vous êtes dans cette réalité. Et c'est de dire, ben, finalement, en leur mettant le casque, finalement, on paye qu'une fois l'acteur. Hein, le pauvre, il a besoin de s'époumoner pendant 60 fois pour faire pour tous les étudiants. Et puis, pour l'apprenant, l'étudiant, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut pas, à partir d'un certain moment, et ça, peut-être Loïc aura des études à vous partager, mais votre cerveau, il se laisse tromper très facilement. Ça veut dire que pour moi, j'étais dans cette salle et je disais, mon Dieu, il faut que je calme ce monsieur pour lui expliquer que ma foi, on fait du mieux qu'on peut. Il n'avait pas l'air d'être en urgence médicale. Hein, donc, je pensais qu'il pouvait attendre encore un petit peu. Mais c'est vrai que si on peut exercer de manière virtuelle certaines pratiques, au moment où on y est confronté pour de vrai, ce n'est pas la première expérience et je pense que ça peut beaucoup, beaucoup aider nos apprenants. Alors là, c'est un cas pour la santé. Je peux imaginer qu'on peut former nos étudiants en tourisme la même chose à des clients insatisfaits ou des clients râleurs ou des situations de crise, hein, peut-être que l'on va devoir gérer à un moment donné dans notre parcours. Et c'est vrai que c'est complètement fou. Donc, pour revenir à notre expérience à nous, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse cet atelier où chacun va mettre le casque. Et ce qu'on s'est dit avec le X, c'est qu'on aimerait que vous, qui êtes là aujourd'hui et qui êtes intéressés à cette thématique, vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre le casque. Alors, je ne sais pas si, là, je ne vois pas, mais si vous pouvez, qu'est-ce qu'on pourrait faire si je fais lever le pouce, ils vont disparaître. Si vous pouvez juste peut-être nous mettre une information, mettez des pouces en haut peut-être, on va juste voir ceux qui ont déjà testé en fait un casque de réalité virtuelle. Voilà, voilà. C'est pas tant que ça. Merci Loïc de ta participation. Donc, vous êtes trois à avoir testé. Donc, on s'est dit que si jamais vous vouliez le tester, on allait organiser. Alors, à l'AGAS, c'est Loïc qui s'en charge et je crois que tu as déjà fait pas mal. Voilà, tu as déjà couvert. À l'AGAS, reprenez contact avec moi, les enseignants qui n'ont pas testé, qui voudraient. On peut mettre en place facilement sur Sion. Voilà, et pour Bellevue, en fait, on s'est dit qu'on allait organiser, alors à voir ce qui vous arrange, hein, vu qu'on est en petit comité, on va pouvoir voter sans difficulté, mais soit le 16 octobre, soit le 17, en fin de journée après les cours, on s'est dit qu'on allait mettre à disposition les casques et vous faire une expérience d'immersion si ça vous intéresse. Voilà. Donc, mettez simplement « je suis intéressé » et ça me va le 16 ou « je suis intéressé », ça me va le 17 dans le chat. Et puis comme ça, on organisera ce qu'il faut. Donc, l'idée, c'était de dire on pourrait attendre que ces technologies soient matures, que tout existe, que tout soit bien fait, etc. Mais ça veut dire qu'on serait très en retard. On pourrait dire c'est trop stressant pour un enseignant parce qu'il ne maîtrise pas tout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut juste admettre qu'on ne maîtrisera plus tout très longtemps parce qu'on doit apprendre presque un petit peu tous les jours par rapport à ces nouvelles technologies. Et puis, alors, on peut toujours attendre, hein, ça c'est sûr. Ou alors, on peut essayer de tester, de développer. C'est à ça que servent nos chèques projets et c'est pour ça qu'on les finance. C'est de dire, vous voulez essayer quelque chose, vous avez une idée pour votre domaine, ben, n'hésitez pas et puis on vous accompagne dans ces développements. Voilà, donc nous, on a réussi on a fait 3 itérations de notre atelier démonstration.
Donc, juste pour vous expliquer, on a fait un peu ce que va faire Loïc tout à l'heure quand il fera la démonstration. C'est-à-dire qu'on avait un étudiant, on avait 7 casques pour 60, donc on a dû faire des tournus, mais on avait chaque fois un casque qui était lié à un ordinateur, et ça veut dire qu'il y avait toujours des étudiants qui pouvaient voir ce que voyait en fait la personne, alors en 2D évidemment, et puis pas de manière immersive, mais ils voyaient sur leur ordinateur ce qui se passait. Et c'est ça que tu vas nous présenter, Loïc, tout à l'heure, c'est-à-dire que lui sera dans le casque, et nous, on pourra quand même voir ce qui se passe à travers ça. Voilà, donc il faut expérimenter. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour se projeter dans ces nouvelles réalités. Et puis, Loïc va nous dire comment est-ce qu'on peut implémenter des choses, en fait, avec ces casques. Oui. Donc, moi, là, je vais partir sur un petit peu des pistes d'idées d'implémentation, des petites questions pour les enseignants de comment ils pourraient réfléchir à comment implémenter dans leur cours. Et après cela, on va faire la démo. En premier, c'est vraiment identifier les besoins. Vraiment voir pour quel domaine ou quelle matière de votre filière, de vos cours, la réalité virtuelle pourrait offrir une plus-value pédagogique. Si on prend le côté de la santé, on voit que la réalité virtuelle peut offrir un côté processus, à savoir quelle étape faire, mais actuellement, c'est pas avec la réalité virtuelle qu'on va apprendre à faire un massage cardiaque. Donc, il faut vraiment identifier le besoin dans notre formation, dans notre cours, quel côté a besoin d'un côté immersion, d'un côté retour visuel, afin d'apprendre et de mettre en place quelque chose. Donc ensuite, c'est vraiment définir l'objectif pédagogique. C'est vraiment se dire, on prend la réalité virtuelle pour faire ça, pour cet objectif précis, et du coup, on veut vraiment améliorer la compréhension des étudiants et les aider à acquérir de nouvelles compétences, un nouveau processus, de la compréhension, de la résistance au stress. Donc, c'est vraiment définir les objectifs pédagogiques et uniquement après, commencer à concevoir le scénario, de se dire, mais c'est l'environnement précis, quelles sont les interactions, quels sont les différents points qui vont optimiser l'engagement des étudiants, la réflexion, et faire que ce scénario en réalité virtuelle offre une plus-value comparée à la transmission de connaissances et de compétences qu'on avait dans une autre modalité pédagogique. Donc, c'est vraiment des petites pistes d'implémentation pour se dire comment faire. En premier, identifier vraiment le besoin, définir les objectifs et après concevoir le scénario. Donc là, je vais juste partir sur la démo afin de pouvoir, on va dire, utiliser ces pistes d'implémentation par la suite dans le côté santé et définir vraiment l'exemple. Donc, je vais laisser Nathalie refaire un petit blabla de quelques minutes, le temps qu'on mette les casques, que je connecte, etc., pour pas faire un petit blanc. Et alors, on revient tout de suite dès qu'il y a le partage d'écran qui est fait. Voilà, je vais vous faire un petit blabla, pas de souci. Donc l'idée, c'est toujours le même. Là, vous avez vu comment peut être fait cette interaction. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que avant de me lancer dans cet atelier qu'on a mis en place avec les étudiants, moi, j'étais un peu persuadée que nous étions les dinosaures et que tous nos étudiants avaient déjà testé ces réalités virtuelles. Et en fait, on a fait un sondage avant de commencer et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait 5 à 7% suivant les classes de nos étudiants qui avaient déjà mis un casque une fois. Donc, qui n'étaient pas du tout à l'aise avec ces casques. Il y en avait très, très peu qui avaient eux-mêmes un casque. Je crois qu'il y en avait un par classe qui avait un casque. Et puis, en fait, les pratiques, elles étaient vraiment au stade d'initiation. Ils n'étaient pas du tout dans de l'expertise. Donc ça, c'est important aussi, c'est de se dire que demain, ils vont devoir évoluer. Moi, c'est le bout que je préfère, c'est quand je vois bouger. On a l'air un peu stupide quand même depuis l'extérieur, faut reconnaître. Quand on porte ses casques, oui, je sais, Loïc, mais c'est vrai, je l'ai fait aussi. Donc, comme on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça veut dire qu'il faut pas croire qu'aujourd'hui, nos étudiants sont à l'affût, qui sont au fait avec ça, qui savent les utiliser. Il faut se dire que c'est vraiment exactement le même point que nous. Ça veut dire qu'on découvre avec eux aujourd'hui, on imagine des usages. Alors, la chance qu'on va avoir, mais c'est encore pas tout à fait prêt, c'est qu'il y a un MOOC en fait qui va bientôt être prêt pour nous, pour savoir comment est-ce qu'on peut commencer avec ces usages et comment est-ce qu'on peut réfléchir à des scénarios qui nous montrent des exemples de scénarios. Il n'est encore pas tout à fait prêt, mais on y travaille comme à peu près surtout en parallèle. Et c'est vrai que ça va nous aider. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous partager dans le chat. Je vais vous le montrer, vu qu'il me laisse quelques minutes. Il y a France Immersive Learning. Donc, évidemment que nos cousins français
pas dire nos grands frères, voilà, sont en avance avec ces technologies. Ils ont plus de moyens et c'est souvent plus facile pour eux, hein. Donc là, vous voyez qu'ils ont édité ce livre Tout savoir sur l'immersive learning. C'est un livre qui existe évidemment en version papier, mais qui vient de sortir, donc c'est septembre 2023. Donc je vais vous le partager en version PDF pour éviter que vous ayez besoin de laisser tous votre nom, prénom pour le télécharger. Il est en téléchargement gratuit, bien sûr. Et puis là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais peut-être agrandir, mais l'idée, c'est vraiment le fonctionnement, etc., les idées reçues, etc. Et puis, à un moment donné, on vous parle d'éducation. Alors, je ne sais plus où c'est exactement, c'est trop grand maintenant. Mais l'idée, c'est qu'on vous parle vraiment de l'éducation, comment faire pour utiliser ces outils-là dans l'éducation. Donc, vu que vous êtes intéressé, je ne vais pas dire si vous êtes intéressé, je vais vous partager cette ressource dans le chat de manière à ce que vous puissiez le lire en parallèle de ma lecture, parce que j'avoue que j'ai juste commencé et j'ai encore pas du tout eu le temps de finaliser cette lecture qui est extrêmement intéressante et qui prouve aussi que si grande est la France, l'enseignement, ils en sont tous pareils. Quand j'ai été la semaine passée partager notre expérience, moi je suis arrivée sur la pointe des pieds en disant voilà, vous nous avez tous présenté les trucs de fous, etc. Nous, on va vous dire comment est-ce qu'on a fait les premiers pas. J'avais un petit peu honte quand même en disant. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le secteur de l'enseignement, en fait, sont en train de faire les premiers pas, en fait. Ils sont pas en train de faire des trucs de ouf. Les trucs de ouf, c'est plutôt pour les grandes entreprises qui ont des moyens, qui ont des difficultés à faire passer. Pour prendre un exemple, le groupe Mutuel avait mis en place tout un système d'immersive learning pour les apprentis ou en tout cas les nouveaux arrivants, les collaborateurs. Actuellement, c'est un peu cependant. Ils vont continuer de le faire parce qu'il y a un gain de productivité qui est énorme à utiliser ces technologies. Mais ça veut dire qu'on avance, on s'arrête, on recule. Enfin, c'est pas très net et c'est pas si simple. Donc moi j'adore, je sais pas ce que cherche Loïc, mais manifestement il cherche quelque chose dans cette salle. Voilà. Tu me dis quand t'es bon, hein, quand même. Je peux continuer. C'est bon, tu peux y aller. Voilà. Donc il faut un peu lâcher prise sur son image de soi quand vous êtes dans la réalité immersive, parce que vous y croyez. Enfin moi j'ai fait des tests chez moi, alors hormis que quand vous êtes totalement dans la réalité immergée, il faut faire très attention parce que je me suis cognée contre mon bureau, évidemment, parce que vous oubliez que vous n'êtes pas dans l'univers qui vous est présenté. Et c'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage, c'est complètement dingue. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait des voyages de fou. J'ai été dans les souterrains des pyramides d'Égypte. J'ai été faire du parapente autour du Cervin, enfin, des trucs très utiles. Mais enfin, on voit que ça ouvre des champs complètement fous. Loïc, vous êtes magnifique. Il n'y a pas de son chez vous, hein? Donc, ça, je reprends le son, je reprends le partage d'écran aussi. Et là, je te prie. Là. On est dans ton casque. Vous êtes dans mon casque. Oui. Donc, vous m'entendez aussi? Vous voyez? Donc, on t'entend et on voit tes mains. On voit mes mains? Voilà. Ah, on voit tes mains virtuelles. On voit mes mains virtuelles. Donc là, vous pouvez voir que je suis dans une salle en réalité virtuelle qui ressemble à un hôpital. Et à côté de moi, j'ai Antoine que tu peux te déplacer et on voit, là, vous voyez en bleu une personne, c'est le mode multijoueur. Là, c'est Antoine. Donc la boule bleue avec des mains, c'est Antoine, c'est ça? Et là, on voit mes mains. Donc on voit vraiment qu'on est ensemble dans le même monde et qu'on pourrait faire des activités. Antoine, tu pourrais te déplacer un peu, essayer de prendre un angle. Moi, je suis en ici. Et il y a les possibilités qu'on définisse de prendre des objets et de faire un scénario ici par rapport à une salle de soins, qu'il y a deux infirmiers, qu'un premier infirmier doit faire quelques actes, le deuxième devrait faire d'autres actes. Donc, c'est offrir une possibilité d'interaction et de faire que les deux étudiants doivent, dans un monde en 3D, faire un processus, une procédure qui permet d'arriver à une finalité. Et c'est à peu près ça, l'objectif final, que là, on a vraiment l'environnement en 3D. Déjà, les bases d'interaction, prendre des objets, voir les autres, qui permettent ce côté multijoueur. Et il manque, si on prend sur le point, vraiment l'objectif pédagogique. Ici, on a juste, on va dire, le bac à sable en réalité virtuelle pour pouvoir créer une base de simulation en soins infirmiers utile et pertinente pour les étudiants. Et c'était ce côté-là. Salut Antoine. Cool. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'ils sont tout proches dans le jeu, mais alors qu'on voit très bien à l'image que Loïc et Antoine ne sont pas du tout collés, on va dire ça comme ça.
Donc là, et il se ça touche les permet, mains, alors que dans la réalité, il ne se touche pas les mains. Voilà, là, on voit Antoine arriver. donc oui, et ça permet, enfin, comme dans la simulation, dans deux salles de simulation différentes, faire que les étudiants se retrouvent, on va dire, dans le même cas clinique. On peut même imaginer, ça, c'est Jeff de Cyberlearn à l'Institut d'informatique de gestion qui a mis en place la possibilité qu'un mannequin, n'importe quoi comme personnage, puisse communiquer via l'aide de ChatGPT. Et c'est également une possibilité sur la durée d'avoir des scénarios de conversation avec un, un personnage non joueur et devoir dire certaines phrases, devoir faire quelques questions. Autant pour un raisonnement clinique, dans le côté soins infirmiers, considérer que c'est un diabétique et qu'il a des informations à transmettre et on doit le questionner, mais autant dans un cas, comme tu parlais en tourisme, en marketing, considérer que c'est une personne qui veut acheter une voiture et vous devez lui questionner et mettre les questions les plus importantes. Et ça permettrait d'avoir une conversation fluide en immersive learning, en réalité virtuelle, avec des personnages basés sur l'intelligence artificielle. Donc, ça offre différents points, la réalité virtuelle comme scénario, tout à voir si c'est juste une procédure. Comme prenons en soins infirmiers, l'exercice est savoir qu'en premier, on doit prendre le cube rouge et le jeter sur la personne pour pouvoir après prendre des médicaments et lui donner. Donc, ça serait également apprendre des procédures comme ça par la réalité virtuelle et savoir faire les gestes pour que le jour qu'on se retrouve dans la réalité professionnelle, on a déjà été immergé comme dans un endroit professionnel et fait les gestes qu'un jour on devra refaire. Donc, ça peut vraiment aider à apprendre le côté procédure et les remettre en place. Voilà, et peut-être un élément qu'on n'a pas abordé et qui est important, c'est que dans cette réalité virtuelle, pour l'instant, oui, non, tu ne dois pas frapper ton acolyte. On n'est pas soi-même, on a toujours un avatar. Alors bon, là, l'avatar, il est minimaliste, c'est-à-dire que tu vas nous faire vomir, calme-toi, Loïc, quand même. Donc, on voit que c'est une boule pour la tête et juste deux mains, mais c'est vrai que souvent, on a des avatars un peu plus complets. Et là aussi, il peut y avoir une dissonance cognitive importante. Par exemple, moi, j'avais pris comme avatar, alors c'est peut-être un vieux fantasme, mais une grande personne de couleur, donc plutôt masculine, on dirait quelqu'un qui faisait 2 mètres et je pense 130 kilos. Et en fait, ma collègue m'a dit, écoute, là, il faut que tu changes d'avatar parce que moi, te voir dans une réalité en entendant ta voix et en voyant quelqu'un manifestement qui ne te ressemble pas beaucoup, c'était compliqué. Parce qu'en fait, ce qui est fou et ce qu'on voit pas dans cette démonstration-là, là, ils sont dans la même pièce, mais nous, on était entre Sion et Sierre et on fait la même expérience. C'est-à-dire qu'on est en Sion et Sierre, on s'entend dans le casque, on se parle, on est à côté et on interagit sur le même environnement. Donc ça peut être aussi intéressant vu qu'on a tous des lieux distincts. Donc, on est parfois à distance, on est à Sion, on est à Sierre, on est à Loèche-les-Bains, on est à Monté, etc. Et de savoir qu'avec ces casques, on peut soudain être en proximité. Et moi, j'ai même testé un truc tout simple, hein, c'est une séance Teams dans la réalité virtuelle. Alors, on peut se dire quel est l'apport? Ben, en fait, moi, j'ai trouvé ça super, super plus proche. Pourquoi? Parce que quand on est dans une séance Teams en 2D, on va dire, hein, en visio comme on l'est maintenant, quand on regarde quelqu'un et on fait un petit clin d'œil, en fait, la personne ne sait pas exactement à qui on s'adresse. Alors, on a des connivences et on voit un peu de temps en temps des sourires qu'on arrive à repérer. Ou bien quand on parle à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui on parle. Alors que là, on se retrouve de nouveau autour d'une table et on va se tourner vers les interlocuteurs et on va chercher les regards, en fait, même si ce sont des avatars. C'est complètement fou. Et ça veut dire que là, moi, je trouve que la communication, ben, elle est différente et elle doit s'apprendre et s'appréhender. Voilà. Je ne sais pas si tu veux faire un petit feedback sur ta démo, Loïc. Pas obligatoirement. Voilà. Je veux dire, c'était le retour visuel, qui était important pour pouvoir un peu aider à conceptualiser, les petits principes qu'on a mis avant, mais sans aller plus loin. S'il y a des Voilà. points ou des questions que vous voulez que je précise. Alors, ce qu'on a vu, et ça a été très vite, c'est vrai que là, le premier niveau, c'est d'interagir seul avec son environnement, ensuite d'interagir à deux dans le même environnement et d'interagir ensemble. On a bien vu qu'il essayait de frapper son collègue. Je ne sais pas si c'était le meilleur exemple, mais on a vu les mains qui se touchent et non pas en vrai.
les mains qui se touchent et le cube qui a passé d'une main à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est impressionnant et qu'on peut faire. Et là, on a vu un environnement assez simple hein, d'une pièce, ça c'est relativement vite fait. Il y a des environnements maintenant assez complexes qui arrivent et je vous le dis en avant-première, il y a un projet alors européen francophone qui est en cours pour faire un peu le modèle de la réalité virtuelle, ouais, c'est-à-dire un espace pour l'enseignement où il y aurait des scénarios en fait, voilà, des espaces pour créer des petits scénarios beaucoup plus facilités, du même principe que Moodle, donc tout serait en open et puis en fait chacun ajouterait un peu ses créations. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de l'échange parce qu'on voulait justement que ce café soit un petit peu, enfin, soit interactif. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, là, je vous ai fait mettre dans le chat, je regarderai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut s'organiser pour cette démonstration. Mais dans tous les cas, je pense que ça vaut la peine de rentrer dans ces nouvelles réalités. Je ne sais pas si elles seront, qu'est-ce qu'il faut dire, totalement répandues demain. Ce qui est sûr, et ça arrive déjà, c'est avec la version 3 du MetaQuest, on voit qu'ils sont plus fins, les casques sont plus légers, ils sont moins invasifs. Là, le casque a montré, Loïc, peut-être, juste pour préciser, il a voilà ce casque magnifique qui coûte cher. Donc celui-là, il coûte 1600 francs. Hein. Celui que j'ai moi, il vaut aujourd'hui moins de 500 francs. Il est à 350 francs, donc c'est vrai que c'est d'autres budgets. Alors celui-là permet de faire les deux, la réalité virtuelle, complètement immergée où on ne voit pas la réalité, et la réalité augmentée où le réel a un impact sur le virtuel. Et encore un point important, par exemple, avec ce casque-là, là c'est le MetaQuest Pro, en fait, votre avatar, par exemple, quand vous froncez les sourcils, vous pour de vrai, ou vous souriez, merci, tu le fais très bien, Loïc. En fait, votre avatar reproduit en fait vos mimiques faciales et c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que je ne sais pas comment ils le font. Certainement qu'il y a des caméras aussi à l'intérieur du casque, mais ça veut dire que de nouveau la communication elle est vraiment fine. Ce qu'on n'a pas pu voir sur la démonstration vu que c'était des avatars avec des boules, enfin une boule. Voilà, alors n'hésitez pas à rallumer vos caméras, vos micros. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Je pense qu'on a fait le tour ici de la partie grosso modo théorique. J'arrête l'enregistrement. Je vous passe la parole. Si vous êtes intéressé, si vous voulez